Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la troisième partie de ma série de vidéos de réponse au chef d'état-major des armées, Monsieur Fabien Landon, concernant son discours à propos de la potentialité d'une guerre contre la Russie à l'horizon 2030. Dans cette troisième partie, je vais m'attacher à développer sur l'absurdité que représente le fait d'aller se chercher des ennemis extérieurs alors qu'on a largement d'autres choses à gérer, et sur l'utilisation du patriotisme comme outil d'embrigadement de la population. Alors, pour ceux qui prennent ces vidéos en cours de route, je vous invite à visionner la première partie qui traite de la critique du concept même d'État-nation moderne, et la deuxième partie qui traite du problème de la conscription de manière générale et de l'absurdité des guerres modernes. Là, je vais me pencher plus précisément sur ces histoires comme quoi la France serait menacée par la Russie, et on va voir pourquoi c'est absurde de tenir de tels propos. Alors pour commencer, première chose que j'ai envie de dire, c'est on n'a pas d'autre priorité en fait. C'est vraiment la Russie la principale menace qui pèse sur la France actuellement? J'en suis pas certain. On parle quand même d'un conflit, le conflit russo-ukrainien, qui se situe à 3000 km de chez nous, qui nous impacte pas directement, mais on nous parle de ça comme si les Russes étaient à Paris, comme si c'était imminent, comme s'il y avait quelque chose d'extrêmement grave qui était sur le point de se produire. Et pourtant, à côté de ça, il y a bien d'autres choses qui mériteraient d'être traitées et dont tout le monde se fout. Par exemple, Emmanuel Macron, le président de la République, pendant sa campagne de 2017, une de ses promesses, c'était qu'il n'y aurait plus du tout de SDF, grâce à lui. Et on est presque 10 ans plus tard, et résultat, il y a toujours autant de SDF, voire même il y en a plus qu'avant. Premier exemple. L'état de l'hôpital public. On a bien vu pendant la crise Covid à quel point c'était le bordel, à quel point les soignants étaient mal équipés, étaient complètement débordés, à quel point il y avait un sous-effectif au niveau du personnel. On pourrait aussi parler de la situation de la police qui n'a pas de moyens, hormis quand il s'agit de taper sur des manifestants, bien entendu, mais qui sinon n'a pas de moyens concrets et efficaces pour lutter contre l'insécurité. Insécurité qui explose, hein, puisqu'on voit de plus en plus d'attaques au couteau, d'agressions sexuelles, et de tout ce qu'on peut imaginer d'abject. On pourrait aussi parler de l'état de la justice d'ailleurs, avec les prisons qui sont pleines, on n'a plus de place pour mettre les gens en prison, du coup on relâche des pédocriminels qui se retrouvent dans la nature. Enfin, la liste pourrait être très longue de tout ce qui ne va pas dans ce pays. Et d'ailleurs, on veut faire la guerre, mais même l'état de notre armée est déplorable. À savoir qu'on a à peine suffisamment de munitions pour tenir un front de 80 km pendant 2 semaines. Donc ça fait pitié, et je pense que Vladimir Poutine, quand il voit ça, il doit bien se moquer de nous. Donc on voit bien que déclencher des guerres à droite à gauche, c'est pas vraiment la priorité en France. Je suis désolé. Et si on a un ennemi, l'ennemi le plus dangereux pour la France n'est certainement pas à Moscou, il est plutôt à Paris, il est plutôt à l'Élysée, il est plutôt à Matignon, il est plutôt dans notre gouvernement, en fait. Le principal ennemi des Français, c'est cette espèce de régime qui, en fait, est un régime d'occupation, hein, disons les choses clairement. Si on a un ennemi, si les Français ont un ennemi principal, ce sont ces parasites qui vivent sur notre dos et qui en plus se permettent de déclencher des guerres en notre nom, quoi. C'est ça le pire. On a un Emmanuel Macron qui nous dit qu'il y a des ingérences russes dans notre pays et que, par exemple, la Russie, soi-disant, mènerait des campagnes à la fois antisémites et islamophobes pour générer des tensions et potentiellement déclencher une guerre civile en France afin de déstabiliser le pays. C'est ce qu'on nous dit sur ce que ferait la Russie, c'est ce qu'Emmanuel Macron dit. Moi je veux bien, très bien, pourquoi pas, ça peut exister, de tout temps il y a eu
des opérations de déstabilisation, il y a des services secrets qui sont déployés à l'extérieur, tout ça, ça existe, je veux bien, pourquoi pas? Allez, soyons fous, admettons. Mais pourquoi parler uniquement des problèmes d'ingérence russe? Parce qu'il n'y a pas que les Russes qui font de l'ingérence. Moi, quand je vois Monsieur Meyer Habib, hein, le député, je ne sais plus d'ailleurs s'il est encore député ou si c'est quelqu'un d'autre, mais le député des Français au Moyen-Orient qui passe son temps à faire de la propagande sioniste et à taper sur les musulmans, est-ce que c'est pas de l'ingérence israélienne quelque part? D'ailleurs, c'est assez marrant que ce mec soit considéré comme le député des Français de l'étranger au Moyen-Orient, alors qu'en fait, il ne représente que les franco-israéliens. En fait, il représente que les Français établis en Israël. On n'entend pas trop parler des Français en Turquie ou des Français dans d'autres pays du Moyen-Orient, à ce que je sache. Donc ce monsieur est payé aux frais du contribuable pour faire la propagande israélienne, hein, puisque c'est sa deuxième nationalité, il est franco-israélien. Et bizarrement, là, on ne parle pas d'ingérence israélienne pour déstabiliser la politique française. Quand vous avez tous ces ressortissants franco-israéliens qui vous parlent, qui disent des choses sur les musulmans et qui attisent l'incendie communautaire, bizarrement, là, on ne parle pas d'ingérence de l'entité sioniste. Alors pourquoi, quand il s'agit de la Russie, on nous dit que les Russes, ils sont partout, quoi. Dès qu'il se passe un truc, c'est de la faute à Poutine. À un moment donné, il faut être cohérent. On peut pas faire du deux poids deux mesures comme ça en permanence. C'est pas possible. Tout ça pour dire que donc on mène les gens en bateau, on leur fait croire que l'ennemi est extérieur alors qu'en fait il est intérieur, et surtout on leur dit que voilà, va falloir aller se battre, c'est pour la patrie. Voilà, on leur dit c'est pour la patrie, il faut sauver la patrie en danger, machin. Alors moi je vais reprendre ce que dit le vidéaste Aldostérone quand il dit voilà, en fait dans ce pays, et c'est valable pour tous les pays occidentaux, on vous demande d'être patriote qu'en deux occasions. C'est pour verser votre sang et pour verser votre argent. Et ben c'est exactement ça. Hein. C'est-à-dire que c'est du patriotisme à deux poids deux mesures, quoi. Enfin, c'est quand ça les arrange, parce que depuis des décennies, dès que vous défendez votre pays ou votre peuple, on vous traite immédiatement de fasciste ou d'extrême droite, etc. C'est très mal vu d'être fier de son pays. Quand vous le dites, tout de suite, on vous renvoie aux heures les plus sombres. C'est mal vu d'arborer le drapeau français, de chanter la Marseillaise. Quand vous le faites, on vous voit comme un extrémiste de droite immédiatement. Et il n'y a qu'en gros que pour les matchs de foot ou éventuellement, à la limite, pour le 14 juillet, où c'est pas trop mal vu. Mais tout le reste du temps, si vous sortez un drapeau français ou si vous dites que vous aimez la France, vous êtes immédiatement considéré comme quelqu'un qui vote très probablement pour le Rassemblement national ou pour Zemmour ou je ne sais qui. On vous demande même pas votre avis d'ailleurs, hein. Souvent c'est immédiatement mal vu. Pour la plupart des gens, ils assimilent directement les deux. Mais là, par contre, bizarrement, quand il s'agit d'aller mourir pour l'Ukraine, bizarrement là, il faut être patriote. Bizarrement là, c'est bien vu. Donc vous voyez, c'est là qu'on voit que le patriotisme, en fait, il est instrumentalisé, utilisé pour motiver la chair à canon, quoi. C'est-à-dire que c'est bien uniquement quand ça sert les intérêts du pouvoir, quand ça va dans le sens du pouvoir. Par exemple, être patriote, si c'est contre les dictates de l'Union européenne, c'est mal vu, par exemple. Vous voyez. Par contre, être patriote, si c'est pour aller casser du russe, là par contre c'est bien vu. Là on vous dit bravo, on vous applaudit. Donc là vous voyez bien que c'est à géométrie variable. C'est pas, c'est cynique. Je sais même pas quoi dire en fait. C'est-à-dire que en fait ces gens-là ne sont pas sincères du tout. Et ils utilisent les sentiments des gens, l'idéalisme naïf des gens. Comme en 14-18, c'est exactement ce qui s'est passé en 14-18. On leur a dit vous allez mourir pour la patrie, et au final, s'ils ont fini, ça a été une boucherie. Et en fait, ça n'a servi qu'à gaver toujours les mêmes quoi. Donc
on utilise la notion de patriotisme pour motiver le Français, le gueux de base à aller se faire tuer dans une tranchée. Et donc le truc, c'est qu'en plus de ça, les petites gens, les prolétaires, n'ont pas de patrie. C'est ça qu'il faut bien se dire. C'est qu'en plus, c'est stupide d'être patriote quand vous êtes un pauvre, quand vous êtes... parce que la patrie ne vous sera jamais reconnaissante. C'est-à-dire que vous allez donner votre vie, vous allez aller au front, vous allez vous faire tuer. Mais en fait, tout ce qui va se passer, c'est qu'on va ramener votre corps au pays, et encore, parce qu'il y a plein de gens qui sont tombés sur le champ de bataille pendant les 2 conflits mondiaux, et on n'a jamais retrouvé leur corps, et ils sont toujours en train de pourrir quelque part dans une forêt, ou je ne sais où. Mais admettons, on va ramener votre corps au pays sous un drapeau tricolore avec des fanfares. Vous serez enterré, vous aurez un nom sur un monument aux morts et c'est tout, et on vous oubliera. Et dans 100 ans, plus personne se rappellera de vous. Vous serez rien. Vous serez autant oublié qu'une fourmi qu'on écrase sur le bitume. Personne ne se souvient des poilus qui sont tombés en 14-18. Tout le monde s'en fout. Il faut quand même bien se le dire. Il y a absolument personne qui n'a retenu leur nom. Tout le monde s'en fout. Ça a été insignifiant. Un de plus, un de moins, ça changeait rien à l'époque. Donc il y a vraiment, c'est vraiment l'humiliation complète, quoi. Et donc, pourquoi je disais ça? Pardonnez-moi, hein, j'ai un petit trou, petit cafouillage dans mon explication. Oui, c'était pour dire que voilà, pendant ce temps-là, vous allez mourir au front, et par exemple, votre famille n'en retirera aucun bénéfice. Ils vont pas devenir riches parce que vous avez donné votre sang pour le pays. Donc en gros, vous donnez tout et vous recevez rien en échange. Vous êtes des contributeurs nets. Voilà, vous êtes des contributeurs nets. C'est-à-dire que vous donnez tout jusqu'à votre vie. Parfois, si vous êtes père de famille, jusqu'à vos enfants, etc. Et on vous donne quasiment rien en retour. Je veux dire, votre nom sur le monument aux morts ou une médaille, ça vaut rien. C'est ridicule par rapport à la valeur d'une vie humaine, en fait. Et moi, je trouve ça complètement absurde parce que je pars du principe que c'est pas les populations qui doivent quelque chose à l'État, c'est l'État qui doit quelque chose aux populations. Parce que l'État, sans tous ses travailleurs pour faire tourner ses usines, ses institutions, ses administrations, et pour aller mourir pour lui sur le champ de bataille, l'État s'effondre, l'État n'est plus rien. Donc c'est l'État qui doit quelque chose à sa population, c'est pas la population qui doit quelque chose à l'État. Donc on est vraiment dans quelque chose d'absurde, d'injuste, où on a vraiment des gens qui, par idéalisme naïf, vont aller donner leur vie en pensant qu'ils le font pour leur patrie. Et au final, ils vont se faire flinguer. On oubliera complètement jusqu'à leur existence. Et au final, l'État n'aura aucun... ne va rien rendre pour ce sacrifice. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de récompense, ni pour la personne qui est morte, ni pour sa famille. Donc c'est vraiment une perte nette. Et c'est pour ça que c'est absurde d'accepter de faire ces guerres-là. Donc voilà, j'en ai fini avec cette troisième partie sur l'absurdité et l'absurdité de ces guerres-là, et sur le patriotisme utilisé comme outil d'embrigadement. Et la prochaine partie portera sur la violence au sein du règne animal, l'évolution de la violence et des guerres au sein des sociétés humaines, et sur le concept de violence légitime, de violence organisée légitime pour être plus exact. C'est-à-dire à quel moment est-ce que la guerre, pour le dire clairement, peut être légitime, de mon point de vue. Voilà. Donc j'en ai terminé avec cette vidéo, je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous invite à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, on pourra en débattre, il n'y a pas de souci. Et je vous invite bien sûr à partager cette vidéo, à déposer un j'aime, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Allez, salut à tous.